KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Le brave homme, pensait Augustin. La main grasse et fine de M. Rubenson tapotait son manteau d'un geste de pianiste, faisant valoir l'indépendance de son doigt annulaire. « Mon cher monsieur le friand, vous n'avez pas bien compris ce qui vous est demandé, fit-il, avec une douceur consolatrice, nuancée, ponctuée à miracle. Une mortifiante suspension de quelques secondes eut largement le temps de développer toute sa saveur d'humiliation. Je ne vous prie pas, monsieur Méridier, ne vous prie pas de nous apporter vos propres décisions. Je vous invite à m'indiquer simplement les possibilités matérielles, c'est-à-dire vacances de poste ou existantes ou à faire naître, dans les conditions qui sollicitent madame Andro Méridier, et de me soumettre ensuite la rédaction administrative de la disponibilité momentanée que je lui accorde. » Sa guêtre grise se balançait entre la chaise de monsieur le friand et son propre fauteuil à 50 cm du sol, au bout d'un pantalon parfait. Augustin vit derrière le lorgnon scintillant du chef de bureau s'affoler son œil servile et rigoureux. « Bien, monsieur le directeur, fit-il, je vais vous soumettre l'état des chaires et postes pouvant répondre aux desiderata dans les académies de Lyon, Grenoble et Besançon et vous renseigner sur chacun. » Il trottina vers la porte. Sa petite jaquette tombait sans taille, comme un rideau, le long de son dos défectueux. Une bûche craqua dans le vaste feu. Il eut le temps, avant de sortir, de poser le pied sur une étincelle qu'il releva, encore fumante, et il la portait dans ses mains comme pour un jugement de Dieu. L'état des postes étalés devant leurs yeux, ils comparèrent les distances par Genève et Lausanne. Un arc de cercle définissait le lieu géométrique des pays possibles. Annecy, Chambéry, Lons-le-Saunier, Besançon, comme tout cela était indirect. Il y avait Bourg, c'est vrai, il y avait Bourg. Mais Bourg, Bourg, ce n'était que Bourg. Tandis que Lyon, au contraire, Lyon, eh bien, c'était Lyon. Et Bourg était-il beaucoup plus près de Genève ? Acceptez Lyon, madame, si grande ville. De plus, vous retrouveriez là le passé de votre frère. Monsieur le friand fut incomparable. Il rappela à monsieur le directeur combien, dans les grandes villes, le jeu des vacances et des délégations comportait de ramifications et de moelleux. Il fit apparaître sous un jour différent les hérissements du maquis légal. Les décrets, règlements, décisions et toutes les insertions au bulletin officiel, dégelés, se fluidifièrent. Certes, tout le monde pouvait les connaître, eux et chacune de leurs parties. Mais leur combinaison et carambolage, l'extension de leurs dispositions, les subtils échanges et prêts d'articles qu'ils se consentaient en clignant des yeux, voilà où le jeu révélait ses finesses, faites pour l'esprit, tactique de champion et d'as. Des commodités administratives insoupçonnées surgirent, prirent corps. Des réactifs secrets et puissants décelèrent les promesses de permanence dans les situations provisoires. Des panneaux qu'on eût cru d'une seule pièce se désarticulèrent, mirent toujours des tiroirs cachés. Des textes desséchés s'humectaient, en des mains tièdes, bourgeonnaient. Augustin était un peu confus. On avait l'air d'attendre les commodités de Christine. Suivant la vieille expression fatiguée, le réel débordait ses cadres. L'administration se désossait comme la nature. « Veux-tu prendre une voiture et rentrer seule ?» demanda Christine. « Je voudrais voir Marie Gerfaut, avenue de Saxe. »« Nous irons ensemble, il fait doux, je n'ai pas froid. » La voiture partait déjà vers les Invalides. « De quoi souris-tu » fit Christine. « De cette bonne volonté des choses, de toutes ces facilités refusées de notre père autrefois. » Ce fut la partie avouée de sa réponse. L'autre, il la tut. Il lui aimait savoir si Christine souhaitait réellement s'épancher seule auprès de sa cousine, parler avec elle d'autres formes de vie possibles dès qu'il ne serait plus,
ou si son idée n'était qu'habileté innocente pour l'attirer dans l'émotion d'une visite religieuse. 2 hypothèses vraisemblables, et peut-être vraies toutes les deux. Le taxi continuait son chemin par des rues silencieuses, entre un chevet d'église, des maisons de rapport démodés, des magasins bruns sans apparence, et les portails fermés de nobles vieux hôtels. Il contourna les Invalides, descendit vers les parages de l'école militaire, promena son petit halètement dans des quartiers déblayés et nus. Ils descendirent devant un cul-de-sac creusé dans la paroi gauche de l'avenue de Saxe. L'immeuble de pierre au fond de la passe faisait penser à un pensionnat ou à une maison de force, mais toute une série de croix sculptées au linteau démentait ces assimilations. Personne ne vous demandait où vous alliez, personne ne s'occupait de vous ni ne vous rencontrait. On montait un escalier plein d'écho et de solitude, en une rêverie de belle au bois dormant. Au fait, une porte ouvrait droit sur une chapelle, soulevée au haut de cet escalier vertical et sans issue, bouton porté par une haute tige, pour une floraison en plein ciel. Augustin retrouvait, défraîchi, de plus courte taille, plein de charme encore, tous les souvenirs de sa première visite au temps du grand lycée. Il y avait 15 ans. Une vieille petite religieuse riante, au visage couperosé, les reçut à l'entrée, les installa sur un banc de cette chapelle, les y fit attendre comme au salon. Augustin reconnut les simili-vitraux découpant sur le bleu leurs compartiments lancéolés que traversaient des trajectoires d'oiseaux. Même le frottement d'un balai sur quelques planchers invisibles ne lui était pas complètement nouveau. Dans toutes les inutiles visites dont il se souvenait, un balai avait frotté là. Comme il portait les yeux sur l'autel, il vit se lever lentement du sol un tas de bures, couleur croûte de pain. C'était la tourière qui venait de baiser en se prosternant le pavé du chœur. « Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial ?» demanda Augustin. « Une exposition du Saint-Sacrement, je ne sais quoi ?» Non, elle se prosterne toujours ainsi devant le tabernacle. « Ton parapluie vient d'en faire autant, fit-il avec sa même indifférence détachée. » Christine ramassa le parapluie tombé dans l'allée centrale. « Voulez-vous venir ?» demanda la tourière, d'un air riant et continu de bonheur sans cause. Ils passèrent dans des couloirs étroits, entre des murs blanchis de chaux traditionnels, sur des planchers lavés d'une propreté invraisemblable. Ils longeaient des maximes morales imprimées sur ces murs, en lettres noires pour étiquettes d'emballeurs. Quelques-unes ne dépassaient pas le vésicule épieux, mais d'autres, denses et fortes, étincelaient de splendeur biblique. Augustin s'arrêta devant celle-ci. Pourquoi la terre et la cendre s'élèvent-elles d'orgueil ? C'était une citation de l'Ecclésiaste, avec l'indication du verset. Une grille en bois, basse et longue, occupait toute la largeur du parloir où ils entrèrent. « Notre mère vicaire va venir », annonça la tourière au souffle ravi, comme si elle leur offrait une place gardée au paradis. L'assistante de l'abbesse expliqua Christine. « C'est une charge que Marie remplit depuis 2 ans. » Augustin se sentait dans un silence si pur qu'il entendait le bruit de sa montre. Au fond, fit-il, en cette impression de bonheur décoloré que laissent tous les cloîtres, on doit pouvoir vivre très bien ici, je m'en accommoderai. Il parlait tout bas, comme si des paroles trop fortes devaient marquer sur ce grand calme et rayer sa surface. Une statuette bleue de l'espèce bon marché décorait une encoignure. Comme il se retournait vers les autres parois, il eut cette maxime juste dans son dos. « Cherchez-moi et vous vivrez, dit le Seigneur. » Il trouva que l'Ancien Testament donnait beaucoup. On entendit des glissements de targettes et le bruit roulé de plusieurs verrous. Sans secousse et bien graissé, un rideau de bois derrière la grille se repliait panneau par panneau. Quelqu'un prononça « Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ » d'un ton récitatif et conventionnel. Augustin vit une grande forme de boue devant eux et d'une couleur singulière. Elle n'était pas grise, ni jaune, ni brun clair, plutôt soupe mitonnée. Oui, c'était bien cela. Soupe mitonnée. Un voile hermétique à raides plis noirs tombait devant leur visage.
ne savait pas s'il apercevait de face ou de dos la silhouette simplifiée. Il n'était même pas sûr qu'elle eût dit « Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ ». Peut-être était-ce autre chose qu'il convenait de faire, ou une autre personne qu'il fallait louer. De très grande taille, massive, aux masses, la religieuse laissait deviner une anatomie de manœuvre. Cette grille, cette bure, cette noire rigidité voilée et 20 ans d'intervalle avaient transformé la Marie de chez nous. Les souvenirs d'autrefois, lancés à la rencontre, ne trouvaient plus rien, revenaient comme la colombe. Ses yeux de fantôme à travers les voiles se maintenaient sur Christine et l'ignoraient lui. Au-dessus d'une autre inscription noire, 2 pieds en plâtre orangé, nus, à hauteur d'homme et fleuris de roses, décoraient le mur derrière la vicaire. La grille cachait le reste de la statue. Elle semblait surprise en pleine ascension. De ternes mots de couvent et de bonnes femmes expliquaient les intentions du bon Dieu qui peuvent paraître dures, mais sont pour notre bien, ou la nécessité d'obéir à sa sainte volonté, et autres lieux communs de sympathie pieuse. Votre mère était tellement bien préparée, n'est-ce pas? Et quant à l'enfant, le voilà auprès du bon Dieu, bien avant nous. C'est un petit voleur de paradis. Monotonie de consolation où rien ne distinguait la mort d'une simple bronchite, d'une perte d'argent, de la pluie ou des autres intentions du bon Dieu. Hors de la visite et délaissé par la conversation, Augustin s'approcha avec le plus de silence qu'il put de l'angle droit formé par les murailles. Il y fit glisser sa chaise et s'y appuya. Le dossier de la chaise et la muraille formèrent comme un réduit, où, enserrés de 2 côtés, il put reposer son dos et ses épaules. Pourquoi ces consolations l'avaient-elles surpris ? Elles étaient ce que pouvait dicter à ces femmes la prédominance presque monstrueuse d'un motif centre, d'un motif roi. Pour qu'elles possédassent sur Dieu la fameuse preuve expérimentale, il suffisait que leur cœur pût sentir suprême ce que leur pensée jugeait suprême. Si Augustin l'avait pu lui-même, l'angoissante question du reclassement de ses motifs se trouvait résolue, mais il ne pouvait pas. On a pourtant besoin de motifs, même pour 3 mois de vie, de quoi conduire entre 2 œillères, sur tout ce petit bout de route, la rosse humaine bien foyée. En lui, au contraire, règne le désordre d'une chambre de mort, la chambre funèbre d'il y a 3 semaines, et il se perd dans les tas de valeurs qui ne serviront plus. Derrière la clôture, les consolations s'étaient faites plus tendres. Depuis que j'ai reçu votre dépêche, toutes mes communions ont été pour vous, ma chérie. Ne croyez pas que je ne comprenne pas. Dieu n'a pas défendu de pleurer. On croyait sentir passer la tendresse retenue et l'ascétique douceur d'un baiser arrêté par les grilles. Ce silence et cette paix arrachaient Augustin aux moments actuels, le rendaient au passé, le lançaient sur les pistes des calmes anciens jours. Sans doute, ce passé tenait de Marie un certain charme autour duquel il aurait rêvé autrefois. Mais ce charme n'eût pas moins existé sans Marie ni personne pour le soutenir, solitaire et diffus dans une luminosité déserte. Que son adolescence avait été belle, riche, pleine d'attentes, si naturellement hiérarchique et en ordre qu'il s'en était pas aperçu. Il fallait, pour le lui apprendre, tous les chaos qui avaient suivi. Elle se nommait piété, raison, froideur ardente, douces années. De petites visites pâles font toc-toc à ses vitres, de l'extrême bout de leurs doigts blancs. Voici la lumière orangée d'un fanal d'écurie, le frappant d'un sabot de cheval, le froid matin vert, l'onglet d'août et les hauts plateaux, et cette tasse d'eau à goût d'herbe et de fer blanc qu'a refusé jadis la grande femme voilée, debout devant l'entrecroisement de ses grilles. C'était la fin de sa jeunesse heureuse, le meilleur morceau dans la comédie de sa vie, la dernière scène de l'acte 1. Un bruit singulier s'était déjà fait entendre, qu'il commença seulement de remarquer. Glissement régulier et racleur d'une varlope abattant des copeaux. Quel bruit insolite dans cette maison! Une autre chose aussi étonnait. De l'encoignure où se trouvait Augustin, comme il plongeait les yeux obliquement de l'autre côté du treillis, il crut apercevoir le rebord extrême d'une étoffe de bure, ni pliée ni rangée, jetée en tas sur une chaise de coin, dans la partie clôturée du parloir,
des ordres bien peu conventionnels. Puis sa songerie oublia bientôt le bruit de varlope et l'étoffe de bure. Il parcourait sa vie en une indifférence détachée, pleine d'ironie et d'indolence, et ne la connaissait sienne que parce qu'il la voyait plus clairement. La dernière scène de l'acte 1, et voici l'acte 2. Autre lieu, autre costume, ce qu'on est convenu d'appeler le drame de pensée pure. Le coude appuyé sur le dossier de sa chaise, Augustin dessine avec son index de vagues décors tremblés. Premier tableau. La critique positive détruit le christianisme du jeune héros. Scène de nuit, dramatique et concentrée. Deuxième tableau. La critique de la critique positive détruit la critique positive. Scène morcelée, multiple et molle, diluée sur bien des jours. On voit fuir à tire-d'aile le grand génie blanc des certitudes. Exeunt, la critique biblique et le génie blanc. Musique du crépuscule des dieux. Acte 3. L'apparition de l'ange. L'ange reconquiert le jeune héros. Monseigneur Herzog est là pour la dernière scène et la bénédiction nuptiale. Donne-moi ta pensée et reçois mon amour. Tentatrice, musique de mariage, musique pathétique, musique de sarcasme et de ridicule et de sanglots. Quel beau sujet, cornélien, rhénanien, un peu bébête. Grave erreur du destin dramaturge qui n'a pas vu le beau sujet. Quel besoin d'un quatrième acte ? Et pourquoi ce nouveau personnage, le plus banal, le plus ressassé du monde, qui court la rue en carrosse noire et des chevaux teints ? Exit l'ange, intrat la mort. Maladroit. La furie de douleur des jours précédents revenait sous une autre forme. Augustin se leva, s'approcha de la grille, échangea avec la vicaire des mots aimables et quelconques qui le forcèrent de se calmer. Une cloche sonna dans quelques corridors perdus. Comme la religieuse fermait les panneaux, il eut le temps de voir un spectacle singulier. Le paquet de bure jeté en tas sur la chaise, en un coin du parloir grillé, remua. Un pied pur, de chair pâle, vivante cette fois, sortit de l'étoffe, en agita les plis pour les regrouper, rentra sous la bure. Ils partirent sur cette image étrange. Elle l'accompagna quelque temps, dans les remous de sa tristesse, le long des couloirs nus et déserts bordés des lettres noires, pour étiquette et pour Maxime. Voici 3 lignes d'Isaïe, dit Augustin, s'avançant vers une partie du corridor où il n'avait pas encore pénétré. Christine dut l'attendre. Il venait de s'attarder devant l'inscription, s'étant prêté au long retentissement de ces 3 lignes dans son cœur. Pourquoi ce bruit de varlope qu'on entendait ? Elles ont une sœur qui leur fait la menuiserie. Et qu'est-ce donc que ce pied nu qui remuait sous cette robe ? L'auditrice qui accompagne toute religieuse appelée au parloir. Elles font en effet le sacrifice de leur intimité. Christine répondait comme un guide ou comme un catéchiste. Mais il n'avait demandé des renseignements que pour éviter une question sur le motif de son retard à la rejoindre. Lui ne faisait pas le sacrifice de son intimité. Il était tout au verset d'Isaïe. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux. Il s'en détacha avec indifférence au moment même de l'attrait. La fin de la journée passa très vite. Fatigué de ces 2 visites successives, bien qu'il eût pris le temps de goûter et de s'étendre aux heures fixées par le médecin, Augustin se coucha fiévreux. Christine lui porta une lettre d'Italie, venue par le courrier du soir. « Tu ne verras pas ton ami l'Argilier, il est à Rome pour 2 mois encore. » Augustin avait eu le temps de penser à un autre correspondant possible et d'en supporter d'absurdes et humiliants battements de cœur. La lettre annonçait qu'à son retour d'Italie, l'Argilier viendrait le voir en quelque lieu qu'il fût. De longues heures après, en un état de sensibilité bien différent, il se connut au centre d'une compagnie très gaie. La maison tremblait tout entière, de cris, de taquineries, de danses et de chœurs enfantins. Des enfants entouraient un établi de menuisier,
chantant et dansant, frère des petits chanteurs de cantori de Florence. Visible par saccades entre les guirlandes de leurs bras, une sorte de religieuse mécanique, un automate voilé, varlopait avec furie, en une envolée de jupes couleur de pain. Vue malgré le voile, ses lèvres remuaient tout le temps, naturellement puisqu'elle priait. L'important était ce rythme, ces chants, ces mouvements d'une grâce dansante. Et ris et rends, ma sœur menuisière. Les copeaux tombaient avec les ave. Christine se détacha en tournant du groupe des enfants danseurs et sa petite tête rieuse fouettait l'air de ses deux tresses. Un couple brumeux et singulier qu'il n'avait pas vu encore, qui venait de naître tout seul, de rien, commençait de tourner. Deux personnes pesantes, relevant pour valser les mêmes lourdes robes couleur de pain. Chose étrange, elles valsaient pieds nus. Quelqu'un demanda « Vous ne reconnaissez pas Mère Marie des 5 plaies et Mère Marie des 3 mages ?» Les deux Mères Marie tournoyaient au bras l'une de l'autre, montrant par période égale, comme des phrases, deux visages fous et suants. Une autre voix dit « Elle danse bien ?» C'était M. Rubenson. Il se promenait avec son père et l'évêque. Pourquoi l'évêque ? Mais Augustin sentait qu'il était tout à fait naturel qu'il fût là. M. Rubenson exposa la théorie bergsonienne de la grâce dans un paysage d'une jeunesse merveilleuse où, sous le nom de rue au Prémonté, se trouvait en réalité une avenue toute nouvelle et inconnue. M. Rubenson expliquait que cette abbaye des bois de Chaux-de-Fonds, liée, on ne savait pourquoi, à cette leçon sur la grâce, datait en réalité du début du XVe, du temps des enfants chanteurs. Mais comment avait-il su qu'Augustin s'était rendu à cette abbaye, puisqu'il était bien sûr de n'avoir fait que le rêver ? Puis tout s'évapora dans la plus lumineuse joie. Ils virent Anne à cheval, adolescente, radieuse, et les cheveux flottants, comme Augustin l'avait déjà vu, il ne savait où. Son père dit avec une politesse cérémonieuse et surannée qu'ils allaient avoir l'honneur de saluer mademoiselle de Préfaille. Mais Augustin savait bien qu'elle n'était venue que pour lui. L'air était d'une beauté incroyable, rafraîchi d'un soleil édénique et de petites brises qu'on sentait. Anne dit qu'elle les lui ferait partager et le sens était très clair. Mais il fallait se hâter. Le train allait partir et c'était la raison de cette tension dans l'attente. Ils partiraient ensemble. Il ne fallait pas s'évanouir cette fois. L'essentiel de la conversation religieuse qu'elle avait désiré d'avoir avec lui n'était plus pour la difficulté biblique, mais la question de la douleur. Les circonstances amenaient ce glissement de point de vue. Lui expliquer cela sans déformation logique, quoiqu'en plein rêve, il le sentait horriblement fatigant. Du reste, une sourde poussée inclinait toute chose vers le réveil. Elle lui tendit une petite main gantée de gris, d'une précision touchable. Il se courba pour y mettre ses lèvres en une explosion de gratitude et de sanglots. Elle le regardait tendrement de ses yeux violets sombres, pleins de promesses et d'éclats. Il s'éveilla sous la violente douceur de ses regards, retrouva la chambre nocturne. Il n'avait jamais fait de plus beau rêve. L'apercevoir dans la fraîcheur et la fantaisie d'un long songe était un bonheur bon à prendre. Il savourait sa présence comme s'il la voyait encore, et pleurait doucement dans son oreiller, ce qui lui était facile puisqu'il s'était réveillé en larmes. L'émotion du rêve durait plus longtemps que ces images qui se délabraient lentement. Il fut fier de la manière dont il avait supporté ce rêve. Ni furie, ni âcreté, ni refus idiot d'accepter l'inéluctable, mais une large douleur ruisselante où commençait enfin de pénétrer la conviction qu'il ne la verrait plus. Elle sortait de sa vie, devenait une ombre. Une cassure arrachait de lui ces 3 mois pathétiques. Ni son existence à elle, ni la sienne, ne se rencontreraient plus. Les idées d'apaisement, de renoncement, de fin de tout se mêlèrent. When to the sessions of sweet silence thought, I summon up remembrance of things past. S'il avait dû vivre un certain nombre d'années, après maintes crises intercalaires, ces grands vers qu'il aimait se seraient bien présentés un jour.
Mais la mort rendait tout plus simple. Une longue barre dorée, inattendue, verticale entre plafond et sol, marquait la porte de Christine. Elle avait d'un seul coup fait pivoter et remis en place la topographie confuse où son réveil laissait la chambre. Il était 6h30 du matin. Il fut entr'ouvrir la fenêtre, reçut le froid de l'aube, se recoucha, ramena son édredon jusqu'au menton. Christine, pour entendre le cas échéant son appel, laissait jour et nuit la porte simplement appliquée contre le chambranle, sans la fermer. Il l'entendit partir, étouffant tous les bruits possibles, le cri des serrures, le craquement des parquets et des gonds. Il sentit l'impression physique de la solitude. Heureusement, elle ne serait pas longue à rentrer. Elle s'en allait ainsi tous les matins, une fois à Montmartre, une fois à Notre-Dame-des-Victoires, et aussi à un petit couvent voisin, commode, qui servait de pension de famille pour bonnes et filles de service. Elle rentrait toujours à 8h, lui préparait son déjeuner. Rien n'était moins mystérieux que ses matinées. Elle ne lui laissait rien ignorer. Il croyait bien maintenant qu'elle avait fait exprès de l'amener voir Marie. Elle avait tenté de lui conduire l'Arguillier. Elle lui entraînait à Montmartre si sa santé le lui avait permis. Elle ne lui infligeait aucune conversation religieuse, aucune suggestion, aucun conseil, mais accumulait devant lui tout ce qui pouvait lui en parler. Il voyait suffisamment clair cette douce tactique. Elle avait pris son âme en charge. Naturellement, pour rien au monde, il n'eût laissé sentir le moindre déplaisir de ce qui n'était même pas une insistance, simplement une présence orientée. D'abord, parce qu'il aimait qu'on s'occupât de lui par faiblesse de malade, ensuite parce qu'il l'aimait elle-même, enfin parce qu'il avait tué son enfant. Christine maintenait auprès de lui, non loin d'une lampe à esprit de vin et d'une boîte d'allumettes, un pot de thé au lait et des biscottes beurrées. Il fallait 5 minutes pour faire chauffer ce petit repas. Il demeurait là, vaguement odorant, invisible dans la nuit, discret, hors de contact mais à portée de son bras s'il voulait l'étendre. Bon symbole de ses prières à elle. Des voitures de laitiers passèrent à toute vitesse sur le macadam de la rue d'Assas. Les fantastiques matériaux du rêve revinrent traverser son informe songerie. Les bois de Chaux-de-Fonds, la sœur menuisière, la danse des maris aux pieds nus, Anne à cheval adolescente et radieuse. Et aussi la partie logique de la trame romanesque, celle qui l'avait tant fatiguée, la question biblique disparue, remplacée par le problème de la douleur. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.